1, 2. 1, 2, 1, 2. Nicolas. 1, 1, 1. Allô, allô, allô. Oh oh. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce plateau pour la conférence débat sur les outils dédiés aux entrepôts, à la gestion des entrepôts, gagner en efficacité et grâce à la mobilité, à la fois les hardware et bien sûr les applications. Je suis Pierre Mangin, journaliste, et j'anime depuis quelques temps déjà table ronde du salon Mobility for Business. Et je disais donc hardware et software, ça tombe très bien, puisque à ma droite, j'ai une société qui s'appelle UbiDreams, dont c'est la spécialité, en la personne de Max Tessier. Alors Max, on vient d'en parler, vous êtes développeur déjà depuis... Vous êtes une start-up, vous avez quel âge, quelques chiffres clés sur la société, et votre spécificité dans le logiciel appliqué à la mobilité, hein, c'est ça, les plateformes. Merci. Donc Max Tessier, la société UbiDreams, on est basé à La Rochelle. On a été créé en 2009. On est 15-16 personnes actuellement. Et notre métier, c'est vraiment de faire du développement sur mesure pour les applications mobiles, donc pour les smartphones, iOS ou Android, mais aussi donc les logiciels web. Et puis d'une façon plus générale, donc aujourd'hui des projets qui peuvent intégrer des objets connectés, des objets communicants. Voilà, donc on a des clients dans l'industrie, dans les services et dans différents types de métiers. Et sur les entrepôts proprement dit? Alors les entrepôts, ça fait partie des gens avec lesquels on a des relations. On a effectivement été amené à étudier des problématiques de gestion d'inventaire, des gestions de contrôle des expéditions, de repérage de ce qu'on appelle le asset tracking. Voilà, des problématiques de ce genre-là. Asset, en anglais, l'actif. L'actif. Ouais. Et le deuxième mot, tracking? L'asset tracking, c'est savoir où sont un certain nombre de machines ou d'outillage dans l'entreprise. D'accord. Et dans l'environnement physique dans lequel vous travaillez, typiquement, on l'avait évoqué dans la préparation, vous êtes à la fois capable de piloter ou d'accompagner des équipements type RFID. Vous nous parlez des beacons tout à l'heure, par exemple, et le code à bord classique, les codes à barre. Oui, alors c'est un peu votre spécialité, ça, quand même, les beacons. On y reviendra. Notre spécialité, c'est de produire le service qui va correspondre aux besoins de l'utilisateur. Ça, c'est vraiment notre métier. Et donc, pour faire ce service, on s'appuie sur les technologies de développement logiciel et sur les technologies de collecte d'informations qui sont soit du RFID, soit du Bluetooth. Puis après, il y a des protocoles d'échange, de communication, ça peut être du Wi-Fi, du LoRaWAN, etc., etc. Donc tout ça, c'est de l'outillage, en fait, qui est au service d'un besoin exprimé par l'utilisateur. Et nous, notre approche, c'est de commencer par comprendre ce besoin et de faire vraiment l'analyse top-down du besoin vers l'utilisation des bons outils, des bonnes technologies. Puisqu'en fait, aujourd'hui, je ne vais pas monopoliser la parole, mais il n'y a jamais une seule façon de faire un projet. Il y en a souvent plusieurs, mais il y en a qui sont plus rentables que d'autres, plus économiques, plus pertinentes. Très bien. Alors, le hardware, je disais, c'est vous, là, donc la personne Michael, Crosscall, pardon, fabricant français, basé à Aix-en-Provence. Oui, c'est ça. Donc, Michael Bagbeto, ingénieur en vente B2B chez Crosscall. Donc, c'est une société française qui fabrique des smartphones, des tablettes et des accessoires autour de ses produits et qui est basée à Aix-en-Provence. C'est une entreprise qui est née en 2019, à la base sur un besoin, on va dire, de notre fondateur qui était à la fois personnel et professionnel. Il travaillait à l'époque dans le BTP et cherchait à s'équiper d'un produit qui pouvait l'accompagner dans son activité professionnelle, mais aussi dans ses activités de loisirs. Et donc c'est de là que lui est venue l'idée de fabriquer un premier téléphone durci. C'était un téléphone classique à touche à l'époque, étanche,
étanche et surtout flottant. Donc c'était l'innovation de l'époque. Et c'est un peu à partir de là qu'est née l'aventure Crosscall, avec une gamme qui s'est étoffée petit à petit pour proposer aujourd'hui une gamme assez complète de téléphones durcis. Donc notre spécificité, c'est de proposer un produit de marque française. Ça, on insiste beaucoup là-dessus. Et on essaye de se distinguer de la concurrence par une approche solution autour de différentes verticales, et particulièrement sur celle en fait, de la logistique et des solutions, notamment de scan. Et on aura l'occasion de revenir un peu plus en détail dessus. Oui, Michael, justement, les entrepôts, quelle est la spécificité de votre offre? Alors, je pense qu'on peut faire le lien tout de suite après, mais avec WareID, mais vous-même, ouais, donc les entrepôts, ça vous parle? Notre spécificité sur ce secteur en particulier, c'est d'avoir une approche de partenariat. Donc nous, aujourd'hui, on sait très bien que notre expertise, elle est sur la fabrication de smartphones. Un smartphone, ça peut servir à faire beaucoup de choses, mais pas forcément d'adresser les besoins spécifiques en fait, du métier de la logistique. Et donc, pour aller chercher cette expertise et venir enrichir notre proposition, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de travailler avec des partenaires, et un partenaire en particulier qui s'appelle WareID. Donc Nicolas, à ma gauche, pourra présenter la société. Et c'est de venir finalement accessoriser notre smartphone ou nos tablettes avec un accessoire qui va pouvoir venir faire de l'acquisition de données. Pardon. Et en particulier de venir faire du scan dans différents cas d'usage, et donc avec différents accessoires qui sont faits sur mesure pour nos produits et qui viennent vraiment capitaliser sur une petite patte magnétique. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette spécificité produit, mais venir adresser ces use cases dans le milieu de la logistique. Donc la transition est faite. Elle est super bien faite. Merci Michael. Nicolas David, WareID, société française. Bonjour à tous, oui. Nicolas David, donc directeur général chez WareID. Donc WareID, c'est une jeune entreprise française qui est partenaire effectivement Crosscall pour tout ce qui est conception, fabrication d'accessoires liés à la traçabilité. Donc des modules qui vont venir apporter tout ce métier spécifique de la logistique à ce fabricant industriel de smartphones. Vous êtes combien? Quel âge? Donc nous, alors déjà personnellement, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de la traçabilité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'écouter effectivement le terrain. On voit bien que ça bouge depuis quelques années. Que nos clients nous demandent de plus en plus des matériels, des supports adaptés, ergonomiques, industriels, qui se rapprochent de plus en plus du smartphone. Donc avec Crosscall, on a décidé effectivement l'année dernière de créer ce partenariat pour justement avoir cette vision à long terme d'accessoires dédiés à la logistique. Donc nous, c'est une jeune entreprise qui a été créée en 2020 par Eric Cotte. Basée où? En Normandie, à Caen, les Dracards. Et du coup, pour l'instant, donc effectivement, une petite équipe de 3 personnes, une jeune start-up. Donc nous allons évoluer fortement. Avec des fournisseurs. Exactement, un gros écosystème de partenaires locaux. On aime appuyer aussi sur cet écosystème local, le circuit court et l'éco-responsabilité. C'est pourquoi on a aussi ce partenariat avec Crosscall, qui est un gros fabricant français. D'accord. On est très fiers. Spécialisé, c'est typiquement des accessoires. Vous en aviez oui, un. On en a un. On va en parler, je pense, un peu plus en détail aujourd'hui. C'est le premier modèle effectivement qui est sorti, qui est un accessoire que l'on vient plugger directement sur le smartphone à l'aide donc du X-Blocker. N'importe lequel, celui de Crosscall en l'occurrence. Oui, celui-ci. Qui a la fameuse. Excusez-moi, oui, vous connaissez, puisque ce matin, vous étiez forcément avec Julien. Donc là, on a le dernier sorti, qui est le Crosscall M5, enfin, un des derniers sortis, et donc qui est équipé, effectivement, de ce connecteur industriel derrière, qui est le X-Link, qui nous permet de connecter tous nos accessoires. Donc là, aujourd'hui, on a un accessoire main libre, qui nous permet de faire du picking, tout en pouvant travailler les mains libres comme c'est explicite, notamment pour les drives ou pour les pickings dans les entrepôts logistiques, et notamment le e-commerce, qui a explosé malheureusement et heureusement, mais durant cette crise sanitaire, on a fait beaucoup de commandes sur Internet, donc beaucoup de e-commerce derrière et de préparation de commandes. Donc cet accessoire, c'est le premier sorti. On vient plugger rapidement un smartphone. Donc ce qu'on aime dans la logistique, c'est aussi la multimodalité, c'est de pouvoir utiliser un smartphone pour téléphoner, pour faire du push-to-talk, mais aussi de pouvoir le connecter à un certain moment de la journée pour faire une autre activité, comme de la traçabilité et du picking. Donc avec ce premier accessoire, on a d'autres accessoires qui sont en train de sortir avec Crosscall, notamment des poignées pour lire à longue distance.
pour la logistique dure, mais aussi des petits plugs pour la mobilité piétonne, donc avec une tête de lecture intégrée directement à l'arrière du téléphone, toujours en utilisant ce connecteur industriel. Ça, c'est très important. Je n'ai pas compris, ça fait quoi? C'est juste une tête de lecture qui sera dans un petit module, juste en dessous. Une caméra? Ouais, non, enfin, c'est une tête de lecture. Alors oui, pardon. Une tête de lecture, c'est ce que vous voyez ici. Ça nous permet de lire des codes barres. Donc dedans, il y a un algorithme de décodage qui nous permet de lire les codes barres. Et en dehors du code barre, vous êtes ouvert aussi, on a évoqué la RFID. Oui, complètement. On a plusieurs projets en cours. Oui, complètement. On intègre sur les prochaines versions, on intégrera dans les dongles, notamment pour les tablettes, c'est les premiers besoins qui ont émergé, des lecteurs RFID, UHF. Donc toujours avec un module qui viendra se plugger à l'arrière de la tablette Crosscall, toujours en utilisant ce connecteur industriel. Et typiquement sur cet exemple de tablette, c'est un besoin qui nous a été remonté par un client. Et effectivement, il nous a adressé un cahier des charges autour de la RFID. Et sur les capacités natives du produit, on ne savait pas répondre. Donc l'idée, c'était de se rapprocher de Wear ID pour voir s'il était possible de travailler sur un accessoire sur mesure pour adresser ce cahier des charges en particulier. Et c'est sur ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Alors, Max, ça veut dire que c'est ouvert à beaucoup d'applications. Vous fournirez un SDK, enfin, une interface oui, pour... Oui, complètement, pardon, dans le micro c'est mieux. Oui, Max, complètement. On fournit un SDK et on développe aussi des smart keyboards. On en a un exemple ici sur ce smartphone. Au lieu d'utiliser le keyboard Gmail, donc Google, on peut utiliser un clavier développé pour Crosscall avec des touches actives, ce qui nous permet de déclencher soit la lecture via la caméra de vision, ou directement d'activer la lecture RFID. Sinon, il y a un SDK effectivement pour les intégrateurs et développeurs comme vous, Max, qui permettait, grâce à votre logiciel, de diriger cette lecture. Voilà, parce qu'on a fait ce genre de projet en fait, de lecteurs RFID qui sont, pas les vôtres, mais d'autres. Et nous, en fait, on part du SDK du fabricant et on récupère toute l'information, évidemment, scannée. Et après, on la traite dans notre logiciel. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, Nicolas parlait d'écosystème de partenaires, parce que nous, typiquement, on a eu la question un peu sur le salon, et on n'a pas la capacité, nous, Crosscall, de développer, de faire cette colle entre, finalement, les informations qui sont saisies via nos appareils plus accessoires et le système ou le SI du client. Et donc, on a besoin, effectivement, d'avoir des acteurs éditeurs comme vous pour... C'est notre métier. Voilà, et donc de leur mettre à disposition les bons outils pour développer les applications. Actuellement, vos interlocuteurs, vos partenaires, vos plateformes logicielles, ce sont qui? Ce sont les gens de l'EMM, du MDM, ou il y en a d'autres qui sont spécifiques à la logistique sur de transport sur toutes les briques qui sont nécessaires finalement à la gestion des cas clients, on essaye de se rapprocher de partenaires. Et effectivement, sur la partie depuis 10 ans, voilà, sur la partie EMM, donc il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché qui ont chacun leur domaine d'expertise. Là, sur le salon, on a Soti qui est présent et qui est très bien implanté sur le domaine de la logistique, donc on travaille avec eux pour déjà faire valider nos produits, enfin, nous tester leurs solutions et intégrer leur cas d'usage dans nos cahiers de test. Soti, c'est un éditeur d'origine canadienne, basé à Toronto. Oui, c'est ça. Et donc on a accès à... Dites-nous. Donc c'est de proposer des solutions de gestion de flotte, alors de devices pas que mobiles, hein, mais ça adresse aussi des ordinateurs ou même des objets connectés. Et nous, ce qu'on fait avec eux, typiquement, c'est d'envoyer aussi nos produits nouveautés en avance de phase à leurs équipes techniques pour que nos produits soient certifiés avec leurs solutions. Donc on fait ça sur la partie EMM, mais on fait ça aussi sur d'autres solutions avec des intégrateurs, notamment un acteur français qui est basé près d'Aix-en-Provence aussi, chez nous, qui s'appelle Wio, avec lequel on travaille vraiment de manière proche pour monter en compétence sur cette partie logistique, justement, puisque c'est son domaine d'expertise. Max, c'est intéressant. D'abord, je vois qu'on est entre Français, là. Européens. Oui, il y a des sociétés françaises, c'est bien. Je vous vois sourire, mais c'est vrai qu'en fait, vous ne connaissiez pas. Non, mais parce que tout ça, c'est des technologies qui sont relativement récentes. Oui. C'est des besoins qui existent depuis longtemps, mais ces technos-là ne sont pas forcément disponibles depuis très longtemps. Enfin, la société est créée depuis 2020, donc depuis une année. Voilà, donc... voilà, potentiel, hein, finalement, quand on dit multimodalité, multi-applicatif, multiplateforme. Oui, alors nous, ça fait déjà... Alors, vous êtes dans l'iOS et dans l'Android. Alors nous, voilà, là, je pense qu'effectivement votre offre, elle est principalement Android et pas Apple. Nous, effectivement, on développe aussi bien pour Apple que pour Android. Et c'est pour ça qu'on n'est pas
lié à un fabricant de matériel non plus. Et notre position, c'est de partir du besoin du client et de définir le bon matériel pour son projet. Mais dans un certain nombre de cas, ce que je vois là me paraît très pertinent sur certains usages, évidemment. Et prenons justement dans le cas des gestion de la logistique, des entrepôts et donc du transport, oui. Reprenons votre cas d'école. Vous avez développé beaucoup d'expérience autour des beacons. Alors, il faut rappeler ce que c'est. Alors, le beacon, donc, c'est une technologie qui est plutôt Bluetooth. On en parlait dans le RFID. Parcours client hier. Je vois que vous l'avez appliqué dans le domaine de l'industrie. Le parcours client, ça permettait de, par le Bluetooth... Dans les beacons, dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle les encres. Donc, en fait, les encres, ça marche comme une antenne RFID. C'est l'équivalent d'une antenne RFID. Une antenne RFID, en fait, ou un portique RFID, ça va permettre de repérer le passage d'objets qui ont été marqués par des étiquettes RFID, par exemple, à travers une porte de quai, pour un changement de hangar ou un changement de zone dans un bâtiment industriel. Mais on peut le faire aussi avec du marquage, non pas RFID, mais Bluetooth. Donc là, cette fois-ci, on ne va pas marquer avec des étiquettes RFID, mais on va marquer avec des petits tags Bluetooth. Et au lieu d'avoir des antennes RFID, on va avoir des encres qui sont en fait l'équivalent d'antennes RFID qui écoutent le signal Bluetooth qui est émis par les petits tags. Donc c'est exactement la même... Le tag, il n'émet pas d'informations, il ne donne... Non, le tag comme l'image RFID, présent. Comme l'étiquette RFID, ça n'est qu'un identifiant. Donc ça émet un numéro qui identifie l'objet sur lequel on a posé l'étiquette ou le tag Bluetooth. Alors vous disiez hier, ça permet par exemple de s'assurer que tel conteneur, tel contenu, tel contenant plutôt, ne part pas dans la mauvaise destination sur le mauvais camion. Alors dans le cas des expéditions, est bien fait. Dans le cas des expéditions, en fait, le client là qui nous avait consulté, c'est qu'il avait un souci, c'est que de temps en temps, des palettes étaient chargées dans les mauvais camions. Alors ça, c'est embêtant parce qu'il faut rappeler les camions. Surtout s'il a fait 1000 km. Et puis, enfin voilà, c'est des problèmes qu'on trouve dans l'industrie qui sont assez classiques. Mais qui évidemment occasionnent des pertes de temps, des pertes d'argent, des mécontentements, enfin tout ce qu'on veut. Et donc il faut éviter ce genre de situation. Donc pour éviter ce genre de situation, on peut mettre en place un dispositif, alors qu'il soit Bluetooth ou RFID. Là, le RFID était plus adapté. Des fois, c'est pas le cas. Et ça permettait de détecter en fait si une palette était devant le mauvais quai, d'avoir une lampe qui s'allume, un signal qui était envoyé sur le téléphone portable de l'opérateur qui est dans cette région de l'entreprise. Et voilà. Et l'intérêt du RFID par rapport au lecteur code barre, parce que le lecteur code barre, on aurait pu le faire aussi. On aurait pu passer, mais ça supposait qu'une personne passe devant. Oui, mais la différence du lecteur code barre, la différence du lecteur code barre ou de comment on appelle ça, du QR code, c'est qu'il faut aller faire une action de détection, de lecture, alors que l'antenne RFID ou l'encre Bluetooth, en fait, elle va lire automatiquement tout ce qui passe dans une proximité. Qui émet, on la consulte. Donc il y a une automatisation de la détection, en fait. Alors il y a la question du prix, parce que on a dit que le RFID coûtait quand même plus cher. Aujourd'hui, les prix ont beaucoup baissé. Oui, c'est des technologies. Enfin, là, je pense que sur les composants, ils sont mieux placés que moi pour en parler, mais bon, c'est des technologies qui deviennent de plus en plus accessibles. Oui, c'est bien démocratisé. Effectivement, des gros acteurs internationaux et français, notamment comme Decathlon, ont démocratisé ce marché-là. Du coup, ça a fait baisser effectivement les prix d'acquisition, notamment des puces, des étiquettes. C'est surtout ça qui peut coûter bien plus cher par rapport à du lecteur code barre, puisque pour une étiquette code barre, ça vaut quelques centimes, puisqu'on vient juste imprimer de l'encre dessus ou gérer avec de la chauffe, donc ça coûte presque rien. Par rapport à un tag ou une étiquette qui peut être multipliée par Parce qu'il y a pour moi deux types d'étiquettes. Il y a celles qui émettent, celles qui réceptionnent, c'est ça? Il y a celles qui donnent une information. Il y a surtout une antenne qui vient activer... un élément actif qui vient activer une antenne. Il y a la RFID passive et la RFID active. Voilà, merci. C'est ça que vous vouliez dire, en fait. Exactement. Alors, expliquez-nous un petit peu, là. Parce que la RFID passive, en fait, elle n'émet pas, elle répond à une sollicitation. C'est-à-dire qu'il y a une sollicitation... C'est comme un radar, quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça, c'est un écho. Et la RFID active, elle émet. Alors, la RFID passive, ça coûte effectivement 3 fois rien. Oui. Et ça marche bien. Ah oui, c'est extrêmement efficace, bien sûr. C'est extrêmement efficace, mais la RFID n'a pas une grande portée.
Parce qu'au point de vue application, si on a loupé une palette dans la lecture, au total, on peut dire l'application, elle sait qu'il devait y avoir 12 palettes. Soit elle en a loupé une dans la lecture, soit il en manque une. C'est des choses comme ça qu'on peut rattraper. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fonction des informations qu'on va détecter, on peut, s'il en manque une, par exemple, on va détecter qu'il en manque une, donc on va se poser la question. Alors, évidemment, la réponse, ça peut être qu'on ne l'a pas détectée, mais la réponse, c'est qu'elle peut ne pas être là aussi. Elle peut ne pas être là. Voilà. Donc, en fait, ce que le système informatique fait dans ce cas-là, c'est qu'il génère des alertes. Et à ce moment-là, sur un smartphone, par exemple, ou sur un PC, et à ce moment-là, il y a un opérateur qui va contrôler. Voilà. Oui, on peut aussi ajouter de nouvelles technologies comme l'assistance vidéo pour vérifier les volumétries ou les choses comme ça. Ça peut être accompagné de caméras sur les quais pour vérifier justement la volumétrie. Absolument. En fait, aujourd'hui, on voit bien qu'on peut automatiser des processus. On peut créer donc tout ce qui est détection va permettre de gérer des alertes. Et après, la façon dont on gère cette alerte, ça peut être de nouveau un automatisme, mais un autre qui est mis en place, ou ça peut être une intervention humaine. Ouais. Ça vous inspire quelque chose, Michael, par rapport à l'évolution de vos terminaux, vous ? Non, mais sur ces aspects-là, nous, on n'est pas forcément directement concernés parce qu'on est sur du tracking d'objets qui vivent leur vie finalement dans l'entrepôt. Par contre, sur certaines solutions technologiques, comme on parlait du beacon tout à l'heure, effectivement, nous, là, on a une interaction directe avec ces nouveaux capteurs. Et effectivement, ça fait partie des éléments de l'écosystème comment vous allez les intégrer ? Avec lesquels nous, on essaye de faire des tests en amont pour valider le bon fonctionnement. Moi, j'ai une question accessoirisée. Non, mais j'ai une question qui est peut-être un poil technique, mais quel protocole vous utilisez là pour votre connecteur en fait Celui-là Aujourd'hui, là, le X-Link ? Oui. Là, aujourd'hui, c'est de l'USB. Oui, c'est de l'USB. En fait, la petite pastille magnétique qu'on a au dos, c'est une technologie propriétaire qu'on a intégrée, mais qui, en fait, a un déport, finalement, du port USB qui est sur le téléphone. Et comme notre port USB est protégé par un capuchon d'étanchéité, en fait, pour éviter d'avoir à jouer avec et sans cesse connecter, mais c'est la même techno que l'USB, en fait. Voilà, c'est la même chose. D'accord. Mais c'est un brevet qui a été déposé ? Oui, c'est une technologie coréenne, pour être tout à fait transparent. On a intégré. C'est Samsung alors ? Non. J'étais là tout à l'heure. Non, mais je trouve ça très astucieux. Ah oui, c'est très donc c'est à la fois l'alimentation, la communication, l'échange de données. Effectivement, et on l'utilise sur d'autres accessoires cross-call, parce qu'on a effectivement un écosystème d'accessoires qui est fourni par des partenaires comme Wear ID pour aller au-delà des usages classiques du smartphone, mais pour des usages, on va dire, de tous les jours. On a une gamme d'accessoires cross-call qui s'appuie sur cette connectique et qui permet d'avoir des batteries mobiles qu'on vient fixer à l'arrière. Et magnétique, du coup, connecteur magnétique. Et magnétique, on a des accessoires de support sur bureau, des stations de charge multiples, des accessoires de port au bras, à la ceinture. Et donc vous allez le proposer pour l'installer dans des véhicules, sur une moto, sur un vélo ? On a des accessoires dans les véhicules, effectivement, que ce soit à 4 roues ou 2 roues, puisqu'on a des attaches tubulaires qui permettent de venir se fixer sur des guidons et dont l'usage peut être détourné dans le milieu industriel justement pour venir s'accrocher typiquement à des chariots dans les entrepôts. Ce sont des nouveaux accessoires qui vont arriver aussi en 2022. Il faut impérativement que ce soit un téléphone acheté chez Crosscall ou vous pouvez proposer des sortes de refit sur les téléphones du marché. Non, c'est vraiment propre à notre gamme. Et c'est sur ça qu'on s'appuie justement pour essayer de se différencier par rapport à la concurrence. Bon. Alors, on avance un petit peu sur les fonctionnalités. On a le coût, par exemple, le coût TCO. On a évoqué le prix de la RFID. Tout à l'heure, Julien Vic, votre responsable B2B, je crois, disait que en fait, la gamme, elle va de 100 à 600 € pour les terminaux. Globalement, on va commencer par l'aspect plateforme, visibilité du logiciel. Est-ce que ça coûte cher de venir à ce niveau sophistiqué de gestion d'entrepôt, Max ? Est-ce qu'à votre avis, on oublie un petit peu le prix de chaque matériel ? Comment vous voyez-vous la hauteur d'investissement sur une plateforme comme ça ? C'est très 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 variable. Là, ça dépend du type d'entrepôt, du nombre de. Ou alors avec vos cas clients. Non, mais même sur nos cas clients, c'est très variable. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que
aujourd'hui, on était entre 100 et 600. Alors, non, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le matériel, la partie accessoire, ne coûte plus très très cher. Ça va être de quelques centaines à quelques milliers d'euros, mais voilà. Alors si vous avez beaucoup de surface ou beaucoup de personnel à équiper, vous après c'est la règle de la multiplication. Mais d'un point de vue unitaire, c'est pas très élevé. Et le coût du soft, c'est difficile à dire parce que c'est là aussi assez variable en fonction de la complexité. Mais bon, en général, les projets d'inventaire, d'asset tracking, d'entrepôt, en termes de logiciels, c'est pas non plus des choses très 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 complexes. Donc c'est quelques mois de travail à plusieurs ingénieurs. Voilà, c'est de l'ordre de grandeur. C'est pas des projets qui durent 5 ans. C'est des projets qui durent 2 mois, 3 mois, 6 mois. D'accord. Avec une équipe de quelques personnes. Au niveau de la mise à disposition, on a évoqué la possibilité de faire du leasing chez vous, c'est ça? Alors nous, effectivement, Crosscall, on ne commercialise pas nos produits en direct. Oui. Donc on s'appuie sur un réseau de partenaires qui sont les grands opérateurs télécoms, mais pas que, aussi les grossistes et les revendeurs. Et on s'appuie sur leur mode de financement pour proposer nos produits. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, avec toutes les réflexions qu'il y a autour des sujets RSE et autour de la durabilité et de chercher à trouver des modèles d'achat qui sont plus vertueux, il y a une réflexion chez plusieurs de ces acteurs pour proposer des formules de leasing. Et on travaille, il y avait une table ronde, je crois que c'était hier matin, avec Bouygues Télécom Entreprises. D'accord. Et Julien Vic, dont vous citiez le nom tout à l'heure, est intervenu avec eux pour présenter leur offre. Et effectivement, de plus en plus de clients demandent à se sourcer de cette manière pour avoir une approche qui est différente de celle des achats avec des CAPEX classiques. Après, c'est toujours la même histoire, c'est combien on dépense pour que ça nous rapporte combien. C'est toujours la bonne question à se poser. Et en fait, aujourd'hui, une des tendances qu'on voit se dessiner dans les entrepôts, dans les ateliers, dans l'industrie, c'est ce souci d'économie d'énergie qui devient vraiment crucial. Donc, combien de temps mes machines tournent? Est-ce qu'elles tournent quand elles n'ont pas besoin de tourner? Est-ce que mes portes de quai sont bien fermées quand je ne fais pas d'expédition et donc que je ne chauffe pas l'entrepôt pour rien, etc. Donc là, il y a un vrai sujet avec des économies à la clé qui sont importantes. Et donc, mettre un plan d'investissement avec des capteurs, que ce soit de température, de CO2, de COV, de tout ce qu'on veut, qui vont permettre de savoir comment finalement se passent les choses dans l'entrepôt, dans l'atelier. Bah ça peut évidemment occasionner quelques dépenses, mais rapporter pas mal d'argent sur des économies d'énergie. D'accord. Du côté des accessoires, vous, c'est des tranches de prix qui sont sur des flottes de centaines. On essaie justement de faire baisser les coûts par rapport aux terminaux traditionnels. Ouais. Donc effectivement, on est de 200 € à 450 € en prix public sur les accessoires. Après, voilà, ça dépend des modèles. On tend à vouloir faire baisser en tout cas ces coûts pour que tout le monde puisse accéder à ces systèmes de traçabilité pour avoir une traçabilité au sein de leur entrepôt. Alors, il y a un sujet connexe auquel on propose de revenir, c'est la couverture indoor dans l'entrepôt. Alors, c'est pas un problème vraiment de hardware, encore que aussi, puisque c'est de la radio. Max, c'est un sujet qu'on a abordé en tant que tel hier, le indoor. Mais puisque vous me fait penser en évoquant Bouygues Télécom était là d'ailleurs. Quelle est la problématique aujourd'hui de l'indoor dans l'industrie, dans l'entrepôt? Il y a plein de choses, mais enfin, ce qui se dessine vraiment aujourd'hui, il y a deux. Le Wi-Fi existe dans toutes les entreprises, donc en fait, l'idée c'est que tout ce qui est collecté, toutes les informations qu'on peut récupérer, on peut les faire transiter à travers le Wi-Fi. Il y a un autre réseau qui prend beaucoup d'ampleur, c'est ce qu'on appelle le réseau LoRaWAN. Donc c'est des technologies, en fait, c'est des protocoles de communication qui sont un peu différents, qui consomment un peu moins, qui ont des débits et des consommations un petit peu différentes. Voilà, en général, on les utilise pour les objets connectés. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a une infrastructure, une architecture d'objets connectés qui se met en place dans les outils et qui permet de gérer tout un tas d'informations qui sont collectées par des opérateurs ou par des machines ou de façon automatique par des portiques et que tout ça va être en général centralisé sur ce qu'on appelle des gateways
qui vont après renvoyer ça sur des serveurs pour que toute cette information-là soit traitée. Donc ça fait partie de notre métier que d'aider les clients à organiser ça et à dimensionner ces architectures. Un des points critiques parfois, c'est le nombre d'informations que l'on collecte. Alors, ce n'est pas des gros fichiers, c'est des petites informations, c'est quelques octets parfois, mais par contre, ça peut être des milliers, voire des millions, je ne sais pas. Mais alors on dit qu'effectivement, plus on attend pour les traiter, moins on est capable de bien le faire. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? C'est ce qu'on appelle la philosophie du edge ou du fog computing. Le problème du big data, la caractéristique du big data, c'est le volume. Enfin, une des caractéristiques, c'est que j'ai beaucoup de volume. Mais quand on doit faire de l'intelligence artificielle ou des traitements un petit peu subtils d'analyse sur de la donnée, il y a un proverbe en anglais qui dit garbage in, garbage out. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de données mal triées, mal raffinées à traiter, ça va être assez compliqué de sortir des choses pertinentes. Donc toute l'idée est de traiter la donnée le plus proche possible de l'endroit où elle est collectée. Et de faire en sorte... Alors, un exemple simple, c'est le traitement vidéo. Le traitement vidéo, c'est extrêmement lourd à envoyer sur des réseaux, que ce soit du Wi-Fi, sur du LoRaWAN, c'est impossible. Enfin, c'est pas du tout approprié. Donc ce qu'on fait, c'est que le traitement vidéo, on le traite en local. Et si l'objectif est de reconnaître qu'ici, il y a 4 personnes, j'ai pas besoin d'envoyer la vidéo de nous 4 sur le réseau. J'ai juste besoin d'envoyer le chiffre 4. Bon, ça ne prend pas le même nombre de places sur le réseau. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie du edge. C'est un début d'intelligence artificielle. C'est pas de l'intelligence artificielle. C'est avant l'intelligence artificielle. C'est le fait de favoriser la pertinence de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle sera efficace si vous avez de la donnée qui est propre, entre guillemets, ou raffinée. Voilà. Donc c'est de l'analyse d'image niveau 1. C'est du traitement, alors pas forcément d'image, c'est du traitement d'information au plus près de l'endroit où elle est collectée. Non, c'est vous qui avez dit analyse d'image. Oui, parce que c'est un bon exemple. Ça peut être des palettes, mais ça peut être la protection, vidéoprotection. Mais typiquement dans le cas des objets qui sont fabriqués, voilà, eh bien peut-être que l'information va être envoyée pour être traitée sur un serveur, c'est une solution, mais peut-être aussi qu'elle peut être traitée plus localement, et qu'on envoie sur le serveur que le résultat du traitement qui est approprié. Et dans un certain nombre de cas, c'est plus pertinent, ça encombre moins les réseaux, ça va dans le sens d'une certaine éco-conception, d'une économie d'énergie aussi, parce que les serveurs, s'ils mettent moins de temps à traiter l'information, ils consomment moins d'énergie, etc. Donc cette philosophie du edge et du fog computing et de déporter les traitements auprès de la collecte, elle a beaucoup de sens. Alors, en l'occurrence, si je me tourne vers vous, c'est pas des gros fichiers d'images, c'est de la collecte d'informations de quelques octets. Oui, mais pas que. Ça ne pose pas de problème, c'est des petits fichiers. Non, mais il n'y a pas que. On parle d'images parce qu'aujourd'hui, c'est une forte demande dans les entrepôts d'avoir un instant T, le résultat de la lecture code barre, mais d'avoir aussi l'image qui correspond à cette lecture. Donc, je vous invite aussi à regarder sur les réseaux la solution que nous avons développée, et merci Max pour cette introduction, qui s'appelle FreeScan, puisqu'on vient déporter effectivement toute l'intelligence sur le chariot élévateur du cariste. Donc on a installé un système qui s'appelle FreeScan qui nous permet, grâce à une caméra de vision, de lire l'ensemble des codes barres qui se trouvent sur la palette, mais de prendre aussi une photo de cette palette et de l'historiser dans notre système pour envoyer que l'intelligence. Complètement, oui. C'est-à-dire que c'est comme un fisheye qui voit toute la palette? Exactement. On prend une photo concrètement et on vient lire toutes les étiquettes qui se trouvent sur cette palette. Donc effectivement, on voit... Oui, complètement. C'est disponible. Le capteur et oui, fabriqué en France toujours. Donc la solution FreeScan. Effectivement, on vient récupérer tout ce qui nous intéresse et on envoie au serveur ce qui l'intéresse. Donc on vient trier vraiment toute l'information. Au lecteur de plaques d'immatriculation pour les... Oui, complètement. On part de toute façon. Ça balaye. Exactement. Mais là, c'est pas en 360. C'est des caméras. On a tellement de puissance avec les caméras aujourd'hui qu'on n'en est qu'au début. Hein. Et ce qui émerge aussi des entrepôts, effectivement, sur les quais, c'est tout ce qui est géolocalisation. Donc, on parle des beacons. Nous, on s'appuie aussi sur des technologies UWB, qui est l'ultra wideband. Donc, c'est de la géolocalisation ultra wideband. Donc, pareil, avec des antennes qui nous permettent de géolocaliser les caristes au passage de quai grâce à la solution FreeScan. Donc, c'est très intéressant, effectivement, de cette discussion, puisque c'est vraiment dans l'air du temps et c'est vraiment toutes les questions qui remontent actuellement au sein des entrepôts.
Oui, absolument. Et donc, on voit bien, parce que c'est une nouvelle technologie qu'il vient de citer, mais donc il y a foison. Il y a foison de technologies, il y a foison de solutions. Et donc, les clients peuvent être un peu perdus parfois devant toutes ces possibilités, surtout que chacun des vendeurs de solutions va pousser son objet connecté plutôt que celui du voisin. Et en fait, la bonne démarche, c'est quand même justement de partir d'une démarche plutôt top-down, c'est-à-dire de vraiment partir du besoin, ce que l'on veut faire pour définir la bonne techno et pas le contraire. Complètement. Prenons peut-être un cas d'utilisation qui se profile chez vous dans vos cas clients avec cette dimension de lecture de... On a un cas client concret sur le port de La Rochelle où on assiste le déchargement des bateaux de vrac. Voilà. Donc c'est des céréales, des engrais qui viennent du Brésil, enfin d'un peu partout dans le monde, qui sont déchargés à La Rochelle. Et la problématique de notre client, c'est de contrôler en fait son déchargement et de s'assurer que tout ce qui était dans le bateau sera bien dans les hangars et de savoir dans quel hangar se trouve tel type de céréales, parce que dans un bateau, il y a plusieurs produits qu'il ne faut pas mélanger parfois, pour des raisons de sécurité même d'ailleurs. Et ce qui se passait, c'est qu'il avait une façon de faire jusqu'à présent qui, de temps en temps, révélait des différences entre ce que déclarait l'armateur comme tonnage dans le bateau et ce que lui constatait dans ses hangars à la fin du déchargement. Donc il nous a demandé de trouver un système... En poids, en quantité... En poids, oui. En poids. Oui, il y avait des tonnes qui disparaissaient, ou des fois des tonnes en trop, ça arrivait aussi, donc c'était très surprenant. Et donc là, on a fait un système où on a développé avec des objets connectés, avec des technologies Bluetooth, avec des technologies LoRa, un système complet qui permet de suivre les camions, de retracer en fait le flux des déchargements et de restituer en temps réel, à travers évidemment un logiciel, les quantités déchargées, combien de tonnes il reste à bord du bateau, combien de tonnes sont dans tel hangar, par quel type de transporteur. Et donc ça, on l'a fait. Et là, on va peut-être compléter ce produit avec des caméras pour mettre des caméras sur certains points de passage qui sont les points de pesée, parce que à cet endroit-là, la détection Bluetooth est plus complexe, etc. Donc là c'est un bon exemple qui montre, et puis évidemment, tout ça marche avec une infrastructure LoRa sur tout le site, parce que LoRa c'est très bien adapté sur les grandes distances. Voilà, donc on voit bien qu'à travers cet exemple, on a mélangé beaucoup de technologies, de savoir-faire. Et puis vous, on vous demande de récupérer toutes les données là où elles sont, parce que là, justement, la pesée, j'allais vous le demander. Vous la récupérez actuellement. Alors pour l'instant, la pesée, elle est saisie par l'opérateur. Voilà. On détecte l'arrivée du camion et ça déclenche en fait dans le logiciel la page qui permet de faire la saisie. Mais demain, on va mettre très certainement un objet connecté sur la bascule elle-même pour récupérer en automatique. Donc les choses ne se font pas d'ailleurs toujours d'un seul coup. On voit bien qu'on commence à faire des projets où on met en place une infrastructure, quelques objets connectés, et puis le besoin, où il évolue, ou la solution évolue parce qu'il y a des nouvelles solutions technologiques qui arrivent. Ça vous inspire Moi, je pense à une chose, c'est l'automatisation du processus au sens du cheminement automatisé. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que les conteneurs, parce que là, on est hors conteneur, ce que vous disiez tout à l'heure. Dans le contexte des conteneurs, c'est très organisé maintenant, c'est très automatisé. Un conteneur peut sortir du bateau, d'un port de départ, le bateau, et tout ça peut être suivi sans qu'il y ait intervention humaine absolument. Oui, mais ça, c'est des vrais sujets. C'est des vrais sujets. Ça va être plus compliqué, ça. C'est des vrais sujets sur lesquels on n'est pas positionné pour l'instant. On a commencé à réfléchir un petit peu. Le conteneur est un objet particulier parce qu'il est en fer et que le fer n'est pas forcément l'ami des ondes électromagnétiques. C'est vrai. Donc vous avez plus de champs ouverts. Donc ça rend les choses plus compliquées. Ouais. Et c'est plus ouvert pour vous, c'est le cas de le dire, avec le vrac. Oui, parce qu'il n'y a pas cette problématique-là. Donc, vous pensez qu'effectivement, on va vous amener à faire un suivi de flux automatisé. Oui, non, mais on peut après, on peut étudier tout un tas de choses. On a déjà
on a déjà un peu réfléchi à ces sujets-là, mais il y a des très grosses sociétés, bien plus grosses que nous, qui sont sur ces sujets-là, avec des moyens autres que nous, parce que les enjeux sont absolument gigantesques. Oui, j'imagine. Mais là, il y a quand même encore il y a encore des freins technologiques qui sont vraiment liés au fait que par exemple, un container, c'est du fer. Et vous pouvez mettre un beacon dedans, tout à fait, oui. vous ne verrez pas grand-chose se passer dehors. Bon, alors, est-ce que sur ces process d'automatisation, de suivi et de remontée des données, Nicolas, la remontée des données, par exemple, chez vous, comment vous voyez ça ? La capture des données, leur fiabilité, leur volume, leur traitement. Une chose est sûre, c'est que l'entrepôt connecté, on y est, on parle tous les jours de robots, de réalité augmentée, de drones. On travaille tous les jours sur l'automatisation, c'est notre métier aujourd'hui. Ce qu'on veut faire en tout cas, c'est améliorer l'ergonomie des postes de travail. On parlait de FreeScan, c'est de l'automatisation, c'est de la lecture automatisée. On évite à une personne d'utiliser son scanner à main 500 fois par jour. On en est encore là quand même, hein. On parle de beaucoup de choses. Par contre, il y a encore des problématiques terrain. Ce cariste-là, ça fait 40 ans qu'il utilise cette douchette-là. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans l'avenir. Mais il y a beaucoup de choses terrain encore à réaliser pour améliorer l'ergonomie. Et puis des innovations, il en sort presque une par jour, ou plus qu'une par jour. Moi, hier, j'ai entendu parler, alors je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler de tapis connectés sur lesquels, évidemment, on peut poser des objets pucés et que du coup, on va même plus avoir besoin d'utiliser un lecteur parce que c'est le tapis qui va dire où est l'objet, quoi. Donc bon, voilà. Et qui va le peser peut-être au passage en même temps. Pourquoi pas, j'en sais rien. Parce que l'aéroport, c'est ce qui se passe. Parce que voilà, non mais il y a beaucoup de choses qui sortent. L'identifier, il va contrôler son poids, son identité. Et voilà, on est sur un domaine où... Ça me fait penser à un point précis que vient d'évoquer Nicolas. C'est la robotisation positive, j'allais dire, comme démarche, parce que un cariste aujourd'hui, j'ai écouté une émission un jour, je vais le dire, on n'avait pas préparé ça. C'est un boulot d'esclave. De fou. Ils ont des oreillettes, on les commande comme des machines. Est-ce que vous savez ça? Oui, non, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on... Nous, on travaille justement, on essaie de faire l'inverse, d'amener de la technologie, mais au service de l'homme, et pas l'inverse. Là, vous parlez sûrement des solutions vocales. Effectivement, quand on voit dans les entrepôts, c'est humain, c'est très compliqué. Je pense pour les personnes qui travaillent toute la journée avec ça. Certes, nous, après, on essaye de trouver des ergonomies et des innovations qui vont permettre d'améliorer cette ergonomie. C'est très éreintant, il faut le dire. Oui, très dangereux. Un cariste, c'est un métier très dangereux. Ça se passe souvent dans des zones rurales où il n'y a pas de boulot. Donc, c'est ça où c'est le chômage. Et ils fonctionnent comme des machines. Voilà. Donc si on peut leur apporter un peu de bonheur dans leur journée, c'est notre métier. Les grands entrepôts, ça commence par A ou AM. Oui. Mais voilà, il faut le dire aussi peut-être. Non mais c'est une réalité ce que vous dites. Si vous pouvez améliorer la condition de vie. C'est ça. C'est notre métier. C'est la base. C'est ce métier-là. Exactement. On est dans l'entrepôt et on leur demande de faire des trucs à la chaîne comme des robots. Complètement. Bon. Je ne sais pas si c'est la conclusion, mais on s'en rapproche. Ça donne beaucoup d'ouverture, Max. Alors finalement, non, mais oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça donnait, il y a énormément. C'est drôle. Non, mais on s'amuse tous les jours. Déjà, c'est très sympa qu'on se soit rapprochés parce qu'on se connaissait pas. Mais oui, pour moi, la conclusion, c'est que il y a énormément de technologies disponibles. Il y en a des nouvelles presque tous les jours. Oui. Mais la solution, c'est pas que la technologie. C'est l'humain. Oui, avant tout. C'est l'humain. C'est modéliser les processus, fluidifier les processus. Et puis, il faut que ça soit utile et que ça permette de faire des économies. Et après, il faut choisir la bonne technologie dans toute cette offre qui est vraiment très, très riche. Michael, ça ouvre des ouvertures, j'allais dire, des perspectives intéressantes pour vous en termes de R&D. On vient très clairement s'intégrer sur la promesse d'utilité et de rationalisation, puisque nous, vraiment, l'idée, c'est de dire que le smartphone, de toute façon, il est présent dans la vie des gens, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, et donc de capitaliser le maximum sur cet appareil pour adresser tout un tas de besoins métiers. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on se positionne sur différentes verticales et qu'on sait que de toute façon, notre produit il a de la pertinence, parce que si c'est pas pour être utilisé en tant que scanner dans l'entrepôt, ce sera utilisé pour communiquer avec ses collègues, ce sera utilisé pour accéder aux applications métiers de l'entreprise, pour faire des reporting, compléter des rapports, remonter de l'information. Donc on est vraiment au cœur des enjeux de l'entreprise et sur ce secteur en particulier, on pense qu'on a vraiment quelque chose à apporter, en tout cas en attendant que les fameux tapis roulants qui font tout arrivent.
Et chez ID, Nicolas, vous allez embaucher? Oui, bien sûr. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Oui, complètement. Merci. Qu'est-ce que vous recrutez? Oui. Les profils que vous recrutez, par exemple? Ingénieur IoT, notamment, voilà. Modélisation 3D, et puis des commerciaux terrain aussi, et des supports techniques. Eh ben voilà pour le mot de la conclusion. Bonne chose. On embauche. On ne peut pas trouver mieux. Faites confiance aux entreprises françaises. Merci, nos amis. Merci pour cette participation. Merci à vous. À très bientôt. Merci.